Bonjour à tous, donc Charlotte Journel d'Agrotransfert. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Agrotransfert, donc c'est une structure basée à Aix-les-Mons, donc une association qui travaille donc à l'intermédiaire entre la recherche et le développement. Donc, chez Agrotransfert, on conduit des projets d'innovation opérationnelle en réutilisant les résultats issus de la recherche pour en faire des outils, des références adaptées au contexte local. Et donc, j'ai travaillé, moi, dans un projet avec mes collègues autour de la production de biomasse et plus largement de la bioéconomie. Donc, je vous propose de vous présenter quelques éléments de contexte sur ce projet et avant d'arriver à vous présenter les résultats, enfin, quelques résultats issus de ce projet qui a duré 5 ans. Et pour lequel on a eu de nombreux résultats. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une partie de ces résultats qui vous seront présentés, mais en tout cas, et vous le verrez au cours de ma première partie un peu d'éléments de contexte, qu'il y a eu d'autres résultats et que vous pouvez aller donc sur le site internet d'Agrotransfert pour retrouver l'ensemble des résultats issus du projet. Donc, tous les résultats qui vous sont présentés aujourd'hui sont issus d'un projet appelé Réseau de sites démonstrateurs. C'est un projet qui a duré 5 ans, donc qui a démarré en 2015 et qui se termine cette année, avec différents partenaires, donc à la fois des partenaires techniques, la recherche, il y a eu des partenaires industriels. Donc, l'idée étant de travailler sur un sujet dont je vous ai un peu dit je viens juste de citer autour de la bioéconomie. Et c'était donc un projet qui était financé à la fois par des fonds européens via le FEDER, des fonds nationaux, avec le Fonds national d'aménagement et de développement des territoires et la région de France. Donc, globalement, les deux grands objectifs de ce projet, c'était d'une part de faciliter l'essor des filières de la bioéconomie en Hauts-de-France et ensuite de démontrer la capacité des territoires de ces territoires donc à approvisionner en biomasse agricole les filières de la bioéconomie. Donc, juste avant de continuer, je vous propose une définition de ce qu'on appelle la bioéconomie. Donc, derrière la bioéconomie, il y a toutes les activités liées à la production, l'utilisation et la transformation des bioressources. Donc, les bioressources qui soient d'origine de la forêt, de l'agriculture, de l'aquaculture ou des biodéchets. Et donc, elles sont destinées à répondre ces activités de façon durable aux besoins à la fois de production alimentaire, mais également non alimentaire, donc à la fois tout ce qui est agromatériaux, besoins énergétiques, et tout en fournissant un certain nombre de services écosystémiques. Donc, voilà la définition un peu globale de la bioéconomie. Donc, ici, dans ce webinaire, on va se focaliser essentiellement sur la partie production de biomasse. Notamment sur les leviers de production de biomasse. Donc, pourquoi s'intéresser à la bioéconomie? C'est tout d'abord parce que la bioéconomie, c'est un enjeu stratégique pour les Hauts-de-France, d'une part d'un point de vue économique, ça peut être une source de développement économique pour la région, mais également, et c'est bien connu, les Hauts-de-France ont un haut potentiel de production agricole et notamment donc, de biomasse agricole. Donc, cette bioéconomie, son développement, elle est conditionnée évidemment au fait de pouvoir avoir des ressources disponibles et, comme je vous l'ai dit juste avant, cette notion de durabilité et donc de pouvoir retrouver cette biomasse au sein du territoire, de ne pas devoir faire des milliers de kilomètres pour aller chercher cette biomasse. Donc, il y a vraiment la question de produire, de s'approvisionner en ressources locales, notamment donc agricoles. Et donc, cela nécessite d'apporter des solutions aux agriculteurs pour produire et exporter durablement de la biomasse, pour ces différentes filières de la bioéconomie, donc encore une fois qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires, mais également en préservant les performances des agrosystèmes et en répondant aux attentes des acteurs, donc que ce soit les acteurs qui vont produire cette biomasse, donc les agriculteurs, ou les acteurs qui vont mobiliser cette biomasse, donc tout ce qui va être industriel, et également les acteurs du territoire. Donc, cette production de biomasse, elle soulève un certain nombre de questions, notamment la question liée à la production de cette biomasse. Donc, quels sont les leviers techniques pour produire cette biomasse? Donc, ça peut être, comme on l'a dit, comme on peut viser différentes. La bioéconomie, elle regroupe différentes filières possibles de valorisation. Ça peut être à la fois de la biomasse
pour de la valorisation en méthanisation, mais également produire de la biomasse pour d'autres fins comme des agromatériaux. Donc, c'est quel type de levier pour produire ces différents types de biomasse. Donc, ici, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est notamment les doubles cultures dédiées à la production d'une biomasse plutôt à destination de la méthanisation, donc une biomasse verte. Ensuite, une deuxième question qui est plutôt une question un peu d'intégration de ces leviers à l'échelle des systèmes de culture. Donc, on a des systèmes de culture aujourd'hui en région. Comment on peut produire de la biomasse, comment on peut mobiliser ces leviers de production dans ces systèmes et quels sont les effets de cette production et surtout aussi de l'exportation de cette biomasse, à la fois sur les performances agronomiques, environnementales et économiques. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que la deuxième partie du webinaire va s'axer, c'est notamment comment on peut concilier cette production de biomasse, cette exportation, et les performances environnementales. Et notamment, ici, on parlera de la question du stockage de carbone. Donc, pour pouvoir répondre à un certain nombre de ces questions et acquérir des références pour pouvoir y répondre, on a suivi dans le cadre du projet donc, différentes plateformes. Donc, on a eu des plateformes d'expérimentation pluriannuelle. Donc, c'était des essais systèmes de culture. Donc, on a conçu des systèmes avec différents gradients de production de biomasse. Donc, à chaque fois, un système témoin, classique de la région, un système avec une production de biomasse, mais en maintenant les cultures alimentaires, et un système un peu plus en rupture. On essayait de produire encore plus de biomasse et d'en exporter plus. Et donc, sur ces systèmes de culture qu'on a suivis tous les ans pendant 4-5 ans, on a acquis un certain nombre de références, on a fait des évaluations, donc à la fois sur les performances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, agronomiques, économiques, environnementales. Et parallèlement, donc les 3 plateformes d'essais pluriannuels, donc il y en avait une basée donc, à Beauvais, donc c'était chez Unilassal, donc il y a eu une journée technique pour présenter un peu les résultats. On avait une plateforme à Landifailly, donc qui était conduite par la Chambre de l'Aisne. Et on a donc la plateforme de Escourt-le-Haut, donc à la ferme 3.0, qui était conduite par la Chambre de la Somme, qui était voilà, le partenaire principal sur cette plateforme d'Escourt-le-Haut. Donc on n'a pas pu malheureusement faire, vu les conditions de journée technique, en présentiel à Escourt-le-Haut. Et donc voilà, le système de webinaire pour pouvoir présenter quand même des résultats de ce projet. Et une plateforme d'essai annuel donc, qui était basée à Beauvais, enfin, dans l'Oise à Catenois, où là, on a plus travaillé sur avec des expérimentations plutôt factorielles pour essayer de répondre à certains verrous techniques qu'on avait pu observer dans les plateformes, donc avec des essais sur tout ce qui est cible, donc culture intermédiaire à vocation énergétique, et tout ce qui est double culture dédiée, donc qui vous seront présentés tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, le projet, il est dans sa dernière année, dans la fin voilà, on est en train de finaliser un peu les différentes sorties du projet, puisqu'il se termine en fin d'année. Donc, on a déjà un certain nombre de sorties qui sont disponibles, il y en a d'autres qui sont en cours de finalisation. Et ces sorties, elles seront disponibles sur un site, donc c'est le site que je vous ai mis là juste en bas, donc hébergé donc, par AgroTransfert. Donc, dans les sorties du projet, vous aurez notamment des références techniques sur les leviers de production de biomasse, donc à la fois sur tout ce qui concerne donc, les cibles, intermédiaires à valorisation énergétique, avec des fiches techniques disponibles sur tout ce qui est cibles d'été, cibles d'hiver, des vidéos de retour d'expérience, également le webinaire pour ceux qui l'ont suivi ou ceux qui ne l'ont pas suivi, qui sont intéressés sur les cibles longues d'hiver, donc à base de céréales immatures, donc, qui est disponible en ligne. Et donc, il y aura un guide technique un peu plus conséquent encore une fois, sur cette partie cible. Et parallèlement, un peu le même genre de résultats sur les doubles cultures dédiées, donc avec des fiches techniques, des vidéos. Le webinaire d'aujourd'hui qui sera disponible également sur le site internet. Ensuite, je vous parlais de ces systèmes de culture. Donc, c'était une grosse partie du projet. Donc, on a suivi au total, on avait 76 parcelles dans lesquelles il y avait des systèmes de culture suivis, des rotations suivies avec un certain nombre de mesures au champ, sur le sol, sur les cultures. Et donc, toute cette partie système de culture qui a été évaluée, elle sera disponible dans le délivrable également, donc sur des résultats sur comment concilier la production de biomasse et les performances, donc, comme je vous ai dit, économiques, environnementales, agronomiques, dans différents types de systèmes de culture, donc dans les systèmes céréaliers, dans les systèmes betteraviers et dans les systèmes polyculture élevage.
Dans ces résultats, vous retrouverez à la fois donc, tout ce qui va être production de biomasse, faisabilité technique, mais également un certain nombre de résultats sur la partie environnementale, que ce soit l'eau, l'azote, les exportations de PIK, les émissions de gaz à effet de serre, le carbone, et également des résultats économiques. Donc, je vous invite, ils ne sont pas encore finalisés en ligne aujourd'hui, mais d'ici la fin d'année, l'ensemble de ces résultats qui permettent un peu de voir comment on peut produire de la biomasse et comment on peut intégrer ces leviers et les impacts de ces leviers de production de biomasse dans les systèmes pour concevoir des systèmes avec de la biomasse seront disponibles et je vous invite donc à aller chercher ces résultats d'ici la fin de l'année. Et un dernier type de sortie qui est plus sur la partie donc, un peu plus vraiment carbone, donc avec des références pour aider à concevoir des systèmes de culture pour exporter de la biomasse tout en préservant le stockage de carbone. Donc avec des fiches techniques disponibles, un guide technique qui sera réalisé et le webinaire d'aujourd'hui qui donc va vous présenter différents résultats autour de cette partie conciliation, production et stockage de carbone. Voilà, moi j'en ai fini pour cette partie qui avait pour objectif vraiment de vous présenter très rapidement le projet, mais surtout ce qui ressort du projet. Je vous invite vraiment à aller voir un peu sur le site ce qui sera disponible. Il y a poser des questions si vous avez plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas. Je vais passer la main donc à Mathieu qui va donc revenir sur, comme il vous proposait, sur une vidéo sur les deuxièmes cultures, donc qui suit cette double culture dédiée. Donc comme au printemps, il avait fait donc une vidéo sur les céréales immatures. Ici, on est sur la deuxième culture. Hop, qui va apparaître. Bonjour, je suis Mathieu Prodhomme, conseiller production végétale à la Chambre de la Somme. Je voudrais vous proposer une visite virtuelle de notre plateforme Première Culture au mois de mai dernier. Je vous propose de faire de même sur la plateforme Seconde Culture. Nous voici devant le bloc des maïs en silage. Nous avons cherché à tester des indices de précocité relativement courts, des indices qui s'échelonnent de 110 à 170, c'est-à-dire des maïs considérés comme très très précoces. Mais comme vous pouvez le constater, ce résultat n'a pas été au rendez-vous. Il faut dire qu'avec les conditions météorologiques que nous avons eues cet été, malheureusement, le maïs a eu très peu d'eau pour se développer. Comme vous le voyez sur le graphique, en haut à droite, il n'y a plus qu'une centaine de millimètres entre le semis et la mi-septembre, c'est-à-dire 90 jours après l'implantation, avec simplement 2 pluies significatives de plus de 10 millimètres. Cependant, le maïs a tout de même réussi à réaliser son cycle végétatif. On remarque au niveau des grains que le stade est pâteux, donc on a un taux d'humidité du maïs à peu près de 35%. Au niveau des rendements de biomasse, donc vous comprenez très bien, c'est rédhibitoire, on est à moins de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Mais il faut noter aussi que la semaine dernière, sur la plateforme, nous avons eu la visite, très certainement, de sangliers qui ont détruit le peu de biomasse qui était présente. Si la vitrine de maïs a été totalement catastrophique, comme nous venons juste de l'apercevoir, du côté du sorgho, ça a été un petit peu plus intéressant et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Nous voici ici devant le premier type de sorgho, le sorgho monocoupe. Il a réussi à atteindre tout de même une hauteur de l'ordre de 2,50 m à 3 m de haut. Vous voyez ici qu'il est bien balayé par le vent. Malheureusement, la plateforme se situe en plein plateau. Et avec les épisodes de vent que nous avons eus ces dernières semaines, notamment pour le mois de septembre, les bourrasques ont occasionné un petit peu de verse. On voit un petit peu de chahut dans la vitrine, avec un sorgho tout de même qui est assez coudé, mais qui reste tout de même relativement bien en place, malgré son exposition au vent. Voici ici un deuxième type de sorgho, le sorgho multicoupe. Vous voyez la différence avec le sorgho monocoupe sur la gauche. Il est beaucoup plus bas, il fait à peu près entre 1,50 m et 1,80 m de hauteur. La caractéristique principale, c'est qu'il étale énormément. Donc on a pas mal de petites tiges, qui fait qu'il a une tenue à l'averse plus intéressante dans le contexte de cette année par rapport au sorgho monocoupe. En termes de rendement, au niveau des maïs, comme je le disais tout à l'heure, on est à moins de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Au niveau des sorghos, nous avons des rendements qui s'échelonnent entre 8 et 9 tonnes de matière sèche par hectare, sachant que le meilleur tonnage est obtenu pour le sorgho multicoupe, celui qui est un petit peu plus bas, qui fait 9 tonnes, alors que le sorgho monocoupe fait 8,1 tonnes. Au niveau des teneurs en matière sèche également, une petite différence. Le sorgho monocoupe a atteint un taux de matière sèche d'à peu près 22%, tandis que le sorgho multicoupe a atteint un taux de matière sèche de 32%, ce qui n'est pas négligeable. Nous voici dans une parcelle de maïs en seconde culture
qui a été implantée au début du mois de juillet sur le secteur d'Albert. Nous sommes en train de réaliser une estimation de production de biomasse alors que nous sommes le 20 octobre. Le maïs fait, suivant les endroits de la parcelle, entre 1,70 m et 2 mètres de haut. C'est un couvert qui s'est tout de même assez bien développé malgré les conditions sèches de l'année. Il faut savoir tout de même qu'il y a eu une irrigation qui a été réalisée au moment du semis afin d'assurer la levée. Et c'est un maïs qui a un indice de précocité entre 110 et 140. Il y a deux variétés, un mix de deux variétés qui a été semé là. Mais malgré cela, on voit que le stade moyen de l'agriculture, c'est le stade laiteux. C'est un maïs qui n'atteindra jamais un taux de matière sèche de 35% d'ici la fin de la campagne. Nous sommes déjà le 20 octobre. Et une autre chose notable, le maïs a été fertilisé au semis, mais il n'a pas été désherbé. Et donc, on remarque qu'il y a tout de même un enherbement assez conséquent avec une population de morel relativement fort développée, qui a pénalisé également le maïs. Pour terminer, je vous propose de visiter un chantier de récolte de maïs seconde culture et qui a eu lieu dans l'est du département de la Somme. Comme vous le voyez ici, le chantier s'est déroulé sur un maïs qui avait pour précédent de l'orge d'hiver, qui a été récolté à la fin du mois de juin. Et le maïs a été semé dans la foulée le lendemain au moyen de strip-till équipés de semoirs monograines. Le maïs a été fertilisé de l'ordre de 80 unités d'azote au semis et il a reçu une passe d'irrigation au démarrage afin de faire partir le couvert. Comme nous le constations sur notre vitrine un petit peu plus tôt dans la vidéo, nous remarquons que le stade du maïs est encore relativement jeune. Nous avons ici un maïs qui est simplement au stade de grain formé à peine laiteux. Pour rappel, ici, le maïs a un indice de précocité de 160, donc parmi entre guillemets le plus tardif des maïs précoces que nous avions sur notre vitrine, ce qui se traduit par un taux de matière sèche de la parcelle de l'ordre de 22-23% de matière sèche, qui est relativement élevé. Au travers de ces trois situations, ce que nous pouvons retenir, c'est que si la première culture, le seigle ou le triticale, éventuellement l'association, est assez simple à conduire et plutôt garantie en termes de rendement avec une productivité de l'ordre de 8 à 12 tonnes de matière sèche, il en va de tout autre pour la seconde culture, que ce soit le maïs ou le sorgho. Dans la situation de cette année, on constate que la réussite est vraiment dépendante du climat qui suit la première culture. Bonjour à tous, Sophie Decaux d'AgroTransfert. Donc, nous allons maintenant aborder la double culture dédiée à la biomasse. Quelles clés de réussite pour cette culture? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la double culture dédiée à la biomasse? Il s'agit de la succession de deux cultures dites biomasse qui sont produites en un an, donc soit pour une valorisation fourragère, soit pour une valorisation énergétique, notamment du coup pour la méthanisation. La première culture est une culture d'hiver qui est semée à l'automne et qui sera récoltée au printemps, donc à un stade précoce, à un stade immature. En exemple, pour cette première culture, on peut citer des céréales d'hiver qui seront cultivées seules ou en association avec une ou des légumineuses. La deuxième culture sera implantée directement derrière la récolte de la première culture. Il s'agit d'une culture à cycle court. Et cette deuxième culture sera récoltée à l'automne, vers septembre-octobre, pour permettre l'implantation de la culture alimentaire suivante sans la pénaliser s'il s'agit d'une culture d'hiver. Il faut savoir qu'il est nécessaire de déclarer une des deux cultures en tant que culture principale et l'autre culture pourra être menée comme une culture dérobée. Donc en bas, je vous ai mis deux exemples de double culture insérées dans des rotations. Donc, le premier exemple, on peut citer un triticale associé à un pois suivi d'un sorgho, inséré entre un colza et un escourgeon. Et en deuxième exemple, on peut citer un seigle suivi d'un maïs, inséré cette fois-ci entre une betterave et un blé. Quels sont les enjeux de la double culture dédiée? Donc, nous avons défini 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est de maximiser la production de biomasse, quelle que soit la valorisation souhaitée. Le deuxième, pour une valorisation du coup énergétique de cette double culture, c'est de maximiser la production de méthane. Et enfin, c'est de limiter les impacts. Donc, tout d'abord, les impacts environnementaux qui peuvent être liés à cette exportation importante de biomasse. Et ensuite, c'est de limiter les impacts sur la culture alimentaire l'année suivante. Donc, dans cette présentation, nous aborderons dans un premier temps la production de biomasse, comment la maximiser, pour ensuite passer à la production de méthane, comment maximiser cette production,
Je reviendrai sur les espèces qui ont été testées en tant que première et en tant que deuxième culture, pour finir sur quelques impacts agronomiques et environnementaux qui ont pu être étudiés. Donc les résultats qui sont présentés lors de cette présentation sont bien issus du projet Réseau-Titre démonstrateur, mené lors d'essais pluriannuels et d'essais annuels qui ont été menés de 2017 à 2019 sur les 4 plateformes d'expérimentation du projet. Donc la double culture a bien été menée dans des essais systèmes de culture, notamment sur 3 des plateformes d'expérimentation. Elle a donc été intégrée dans des rotations et dans des contextes pédoclimatiques différents. Et ensuite, il y a également eu des essais factoriels sur la première et sur la deuxième culture séparément, qui ont été menés sur la plateforme de Catenois, pour permettre d'alimenter les connaissances, les références sur cette double culture, et également permettre de lever certains verrous techniques qui ont pu être rencontrés dans les essais systèmes de culture. Donc, tout d'abord, maximiser la production de biomasse. En maximisant du coup bien la durée du cycle culturel des 2 cultures pour leur permettre d'acquérir un maximum de température et de rayonnement pour leur assurer la meilleure croissance et un gain de biomasse optimal. Donc les 2 graphiques représentés ici représentent les rendements en fonction du cumul des températures, donc température acquise du semis à la récolte pour chaque modalité. Le graphique de gauche concerne la première culture et le graphique de droite concerne la deuxième culture. Les coefficients de détermination, ici représentés par les R carrés, ont été déterminés. Ils permettent de montrer la corrélation ou non entre les rendements et le cumul des températures. Donc ici, ce que l'on constate bien, c'est que plus le cumul de température est important, plus la production de biomasse est importante. On a exactement la même tendance entre les rendements et le cumul entre les cumuls de rayonnement et le rendement. C'est-à-dire qu'au plus le cumul de rayonnement est important, au plus la production de biomasse est également importante. Ce que l'on peut également constater avec ces résultats, c'est qu'on observe une plus grande variabilité des résultats de rendement pour la première culture, qui se traduit, ces résultats se traduisent dans le R carré qui est de 0,5, donc légèrement inférieur, par rapport à la deuxième culture. Donc, par exemple, si l'on se place à 1425 degrés jour, on constate bien que les résultats de rendement sont plus variables. Ils vont, par exemple, ici de 1 à 5 tonnes de matière sèche. Cette variabilité s'explique par le jeu de données qui est ici utilisé. C'est-à-dire que plus d'essais ont été menés pour la première culture par rapport à la deuxième culture. C'est-à-dire que pour un même essai et donc pour un même cumul de température, beaucoup plus d'espèces et de variétés ont été testées pour la première culture par rapport à la deuxième culture. C'est pourquoi cette variabilité de rendement se retrouve moins ici avec les résultats pour la deuxième culture, qui est due uniquement au jeu de données. Donc, maximiser la durée du cycle culturel des 2 cultures, oui, mais il faut bien avoir en tête que la double culture s'insère dans une rotation, en prenant donc bien en compte le précédent et la culture suivante. Et il faut également prendre en compte certains critères, certains objectifs de récolte fixés pour la double culture. Donc, tout d'abord, il faut bien prendre en compte du coup la récolte du précédent dans le choix de la date de semis de la première culture. Il faut savoir que dans les essais qui ont été menés dans le cadre du projet, l'effet de la date de semis sur le rendement de la première culture n'a pas été étudié. Dans nos essais, la date de semis de cette première culture allait souvent de mi-septembre à fin octobre. Il faut ensuite bien prendre en compte le semis du coup de la culture suivante, notamment du coup ici dans le choix de la date de récolte de la deuxième culture. Dans les essais qui ont été menés, cette récolte avait généralement lieu entre la mi-septembre et la mi-octobre, voire fin octobre dans certains cas, pour permettre du coup l'implantation de la culture alimentaire suivante qui était une culture d'hiver. Et même si la culture suivante est une culture de printemps, ce n'est pas à cette période de l'année que le gain en biomasse se fera principalement, même si l'on décale sa date de récolte. Et ensuite, il faut bien avoir en tête que cette deuxième culture sera récoltée à un stade de 32% de matière sèche pour une récolte en silage et permettre ainsi une meilleure conservation au silo. On a ainsi 2 leviers principaux sur lesquels jouer pour maximiser la durée du cycle culturel des 2 cultures, donc, qui est la date de récolte de la première culture et donc la date de semis de la deuxième culture. Donc, récolter tardivement la première culture pour maximiser son rendement, oui, mais
Cela aura un impact du coup sur la deuxième culture, notamment son implantation et son rendement. Et semer précocement la deuxième culture pour maximiser son rendement, oui, mais cela aura un impact du coup sur le rendement de la première culture qui sera alors récoltée trop précocement pour permettre d'atteindre une production de biomasse suffisante. On s'est alors demandé quelle était la période compromis idéale de récolte permettant d'assurer un rendement suffisant de la première culture tout en garantissant l'implantation et le rendement de la deuxième culture. Donc le graphique qui est représenté ici représente les cumuls moyens de biomasse qui ont été atteints par la double culture en fonction de la période de récolte de la première culture suivie directement du semis de la deuxième culture. Donc les barres en grise sur le schéma représentent les rendements moyens atteints par la première culture et les barres en bleu, donc additionnées aux barres en bleu qui représentent le rendement moyen atteint par la deuxième culture. Donc, ce que l'on peut voir avec ces résultats, c'est que les cumuls moyens de biomasse sont les plus importants pour une période de récolte semis durant le mois de mai. Ce que l'on constate du coup, c'est que pour une période de récolte semis durant le mois de juin, les cumuls de biomasse atteints sont beaucoup plus faibles. Et ce que l'on voit aussi avec les résultats de rendement des barres bleues, c'est qu'une période de semis de la deuxième culture durant le mois de juin la pénalise beaucoup trop. Pénalise notamment son implantation. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est la variabilité des résultats de cumul de biomasse qui ont été atteints avec la double culture, représentée ici par les traits orange. Donc, par exemple, si l'on se place dans le cas d'une récolte de la première culture suivie du semis de la deuxième culture durant la deuxième décade de mai, donc du 10 au 20 mai, les cumuls moyens de biomasse ont pu atteindre 28 tonnes de matière sèche à l'hectare, ou à l'inverse, ces cumuls étaient seulement de 10 tonnes de matière sèche par hectare. Cette variabilité de résultats s'explique notamment par le fait que les essais ont été menés sur différentes plateformes pendant plusieurs années, et donc dans des contextes pédoclimatiques différents. Maintenant, nous allons faire un zoom sur la deuxième culture, notamment sur le semi-optimal de cette deuxième culture. Pourquoi sur la deuxième culture? Car elle a un potentiel de production de biomasse, un potentiel de rendement supérieur à celui de la première culture. Il faut savoir que dans les essais qui ont été menés, les espèces testées en deuxième culture étaient soit du maïs, soit du sorgho. Et donc, un maïs ou un sorgho a un potentiel de production de biomasse supérieur à une céréale récoltée en immature. Et que c'est notamment du coup le semis de la deuxième culture, tout en ayant en tête qu'il faille atteindre un taux de matière sèche de 32%, qui va conditionner la récolte de la première culture. Donc, pour préciser cette période idéale de semis de la deuxième culture en prenant bien en compte la variabilité des secteurs géographiques, un calcul de la période de semis optimale a été réalisé pour cette deuxième culture, selon donc deux dates de récolte butoir qui ont été fixées, le 15 septembre et le 15 octobre, un cumul de 1500 degrés jour à atteindre pour cette deuxième culture, qui sont les besoins moyens d'un maïs ou d'un sorgho pour une récolte en silage. Et enfin, du coup, les secteurs géographiques ont bien été pris en compte pour bien différencier du coup, les conditions météorologiques des différents secteurs géographiques. Pour détailler un peu le calcul qui a été réalisé, c'est que du coup, pour chaque plateforme et pour chaque année, en prenant en compte les 10 dernières années, en se plaçant à une récolte donc, au 15 septembre, la somme des températures a été réalisée en revenant en arrière, donc en partant du 15 septembre, en revenant au 14, au 13 septembre, ainsi de suite, pour atteindre du coup une somme de température de 1500 degrés jour. Et lorsque cette somme était atteinte, c'était donc la date idéale de semis de la deuxième culture. Les résultats sont présentés dans le tableau. Donc pour les plateformes de Beauvais et de Catenois qui se situent dans l'Oise, pour une récolte du coup au 15 septembre, la date idéale de semis serait au 11 avril. Et pour une date de récolte au 15 octobre, la date idéale de semis du coup serait au 23 mai. Les plateformes de Landifay et d'Escourt-le-Haut situées du coup respectivement dans l'Aisne et la Somme sont des secteurs un peu plus chauds où la période idéale de semis de la deuxième culture va plutôt de la fin avril à fin mai. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que la période de semis optimale de cette deuxième culture allait de la mi-avril à la fin mai, en moyenne pour tous les secteurs géographiques considérés dans les Hauts-de-France. Si l'on regarde maintenant, par contre, le rendement de la première culture pour du coup une récolte
durant la deuxième moitié du mois d'avril, qui est représentée ici par le graphique, c'est que pour une récolte de cette première culture allant du 15 au 30 avril, les rendements sont assez faibles, sont peu satisfaisants. Le rendement moyen ici est de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Ainsi, le mois de mai est un bon compromis pour optimiser la production de biomasse de la double culture. On peut atteindre du coup 8 tonnes de matière sèche par hectare pour la première culture de céréales immatures et en moyenne du coup 10 à 15 tonnes de matière sèche par hectare pour le maïs ou pour le sorgho. Donc, passons ensuite maintenant à la production de méthane. Donc, quelles quantités de méthane ont été produites et comment maximiser cette production? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la production de méthane? Enfin, comment est-elle calculée? Donc, il s'agit du rendement multiplié par le potentiel méthanogène de la culture. Qu'est-ce que le potentiel méthanogène? C'est la quantité de méthane produite lors de la fermentation d'une unité, d'une quantité de biomasse. Cette valeur de potentiel pour la culture a été estimée en laboratoire à partir d'un échantillon du végétal. Il faut savoir que le potentiel méthanogène dépend principalement de la composition biochimique du végétal, notamment de sa composition, de sa teneur en matière organique, qui peut varier en fonction du stade, de l'espèce, de la variété, mais aussi qui peut varier en fonction du contexte pédoclimatique, des conditions environnementales. Donc, il faut bien avoir en tête que le potentiel méthanogène est une valeur qui varie énormément pour un végétal, pour un même végétal. Donc, ainsi, la production de méthane, qui est exprimée en mètres cubes de méthane par hectare, est définie en fonction du rendement et du potentiel méthanogène. Donc, on peut ainsi se demander comment maximiser cette production de méthane. Faut-il maximiser le rendement ou faut-il optimiser le potentiel méthanogène de la culture ou faut-il maximiser ces deux facteurs? Donc, tout d'abord, la production de méthane est-elle expliquée par le rendement? Le graphique représenté ici représente la production de méthane en fonction du rendement des cultures. Donc, le coefficient de détermination a également été déterminé ici et on peut ainsi dire que les résultats de production de méthane sont bien corrélés au rendement avec un coefficient qui est de 0,8, donc bien proche des 1. La production de méthane est ainsi bien déterminée, très liée au rendement. Et donc, par exemple, les cultures avec un rendement élevé permettent de bonnes productions de méthane à l'hectare, ce qui est bien visible ici avec les résultats présents dans le graphique. Ensuite, du coup, la production de méthane est-elle expliquée par le potentiel méthanogène de la culture? Donc, encore une fois, le graphique représenté ici représente la production de méthane en fonction du potentiel méthanogène de la culture. Donc ici, le R carré est très faible, indiquant ainsi que la production de méthane n'est pas corrélée au potentiel méthanogène. La production de méthane n'est donc pas déterminée par le potentiel méthanogène. Donc, par exemple, ce que l'on peut dire, c'est que les cultures avec un potentiel méthanogène élevé ne permettent pas forcément de bonne production de méthane à l'hectare, ce qui est bien visible ici sur le graphique. Par exemple, si l'on se place entre 300 et 350 mètres cubes de méthane par tonne de matière sèche pour le potentiel méthanogène, on voit bien que les productions de méthane peuvent être faibles comme plus élevées. Ici, si l'on fait un zoom sur le potentiel méthanogène de la première et de la deuxième culture, pour bien vous montrer que le potentiel méthanogène ne va pas déterminer la production de méthane, c'est que le potentiel méthanogène est très proche entre la première et la deuxième culture. Donc ici, toutes espèces qui ont été testées confondues. Et les résultats de potentiel méthanogène sont ainsi quand même bien variables au sein même d'une culture. Donc le potentiel méthanogène moyen de la première culture est de 290 mètres cubes de méthane par tonne de matière sèche, pour 310 pour la deuxième culture. Donc, des potentiels méthanogènes moyens qui sont proches. Et les potentiels méthanogènes minimales et maximales de ces deux cultures sont également très proches. On peut dire qu'ils vont de 160 à environ 400 mètres cubes de méthane par tonne de matière sèche. Donc ainsi, cela veut dire que dans les choix culturaux, dans le choix par exemple de l'espèce, de la variété, dans la conduite agronomique, il vaut mieux optimiser davantage le rendement plutôt que le potentiel méthanogène de la culture. Il vaut donc mieux choisir une espèce et donc une variété pour son potentiel de rendement, pour son potentiel de production de biomasse et ses caractéristiques agronomiques, plutôt que uniquement pour son potentiel méthanogène dans le but de produire du méthane, de maximiser cette production de méthane.
Si l'on regarde maintenant de plus près les valeurs, les quantités de méthane qui ont été produites pour la première et pour la deuxième culture, donc ce que l'on peut bien voir, c'est que la deuxième culture permet des productions de méthane à l'hectare supérieures à la première culture. Donc ici, les résultats présentés pour la deuxième culture étaient pour les espèces de maïs et de sorgho, et pour la première culture, c'était pour des céréales immatures, récoltées en immature. En moyenne, la production de méthane à l'hectare pour la deuxième culture est de 4500 m3, pour moitié moins pour la première culture, vu qu'elle est de 2175 m3 de méthane à l'hectare. Donc, comme on vient de le voir, le rendement détermine bien la production de méthane, et le potentiel de rendement de la deuxième culture, donc d'un maïs et d'un sorgho, est bien supérieur au potentiel de rendement d'une céréale récoltée en immature. C'est pourquoi un potentiel de production de méthane supérieur pour la deuxième culture. Donc, rappel, donc, dans la première partie, pour maximiser la production de biomasse de la double culture, nous avions vu que la période de récolte semis idéale était courant mai. Ici, ce que l'on cherche à faire, c'est bien de maximiser en plus la production de méthane de la double culture. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que la deuxième culture avait un potentiel de production de méthane à l'hectare supérieur. Et donc, il vaut mieux favoriser la réussite de cette deuxième culture pour maximiser, optimiser la production de biomasse et de méthane de cette culture. Et donc, pour ce faire, on peut notamment la semer le plus précocement possible, tout en prenant toujours du coup bien en compte le rendement de la première culture. Ainsi, le compromis idéal pour maximiser biomasse et méthane serait une récolte de la première culture et un semis de la deuxième culture durant la première décade de mai. Ce que je vous ai mis ici à gauche dans le graphique, ce sont la production de méthane à l'hectare moyenne qui a été produite pour la deuxième culture en cumul. Et donc, avec nos résultats, pour une récolte de la première culture suivie d'un semis de la deuxième culture durant la première décade de mai, on a pu atteindre en moyenne 7500 m3 de méthane à l'hectare produit. Donc maintenant, nous allons passer sur les espèces qui ont été testées en première culture et en deuxième culture. Donc, quelles espèces à implanter pour les céréales immatures? Les résultats de rendement présentés ici par espèce de céréales sont issus d'un essai factoriel qui a été mené sur la plateforme de Catenois en 2019. Donc, ce que l'on peut voir avec ces résultats, c'est que le seigle et le triticale présentent les plus importantes productions de biomasse pour une récolte ici qui a eu lieu le 15 mai. Ce que l'on peut voir, c'est que le blé et l'escourgeon sont des espèces qui sont plus tardives, qui ont des besoins en température et en rayonnement supérieur. Et il en est de même pour les légumineuses. Il faut savoir que pour cet essai, le seigle et le triticale ont également été testés en association avec une voire deux légumineuses, ici en association avec la vesse ou le pois fourragé, ou les deux. Et les légumineuses sont également des espèces plus tardives qui ont un besoin en température et en rayonnement supérieur pour bien produire de la biomasse. Passons maintenant à la deuxième culture. Donc, quelle espèce entre un maïs ou un sorgho? Les résultats de rendement présentés ici sont issus des essais multiplateformes du projet, donc des résultats des différentes plateformes de 2017 à 2019. Donc, avec ces résultats, on peut voir que le sorgho permet une production de biomasse supérieure par rapport à un maïs. Ici, c'est en moyenne plus de tonnes de matière sèche à l'hectare qui a été produit par le sorgho. Cependant, ici, donc, les modalités ont évolué dans des contextes pédoclimatiques et agronomiques différents. Il y a d'autres facteurs ainsi qui sont ici à prendre en compte pour expliquer du coup ces différences intra- et interespèces de production de biomasse. C'est pourquoi si l'on fait un zoom du coup sur l'essai factoriel qui a été mené à Catenois en 2019 pour les modalités de maïs et de sorgho, donc le rendement représente encore une fois les rendements par modalité, donc de maïs en bleu et de sorgho en orange. On a bien également une production de biomasse supérieure pour le sorgho par rapport au maïs. En moyenne, c'est plus 4 tonnes de matière sèche par hectare. Ici, les modalités ont bien évolué dans des contextes pédoclimatiques et agronomiques équivalents, donc des modalités de maïs et de sorgho qui sont bien comparables. Ce que l'on peut également noter, c'est que ces modalités de maïs et de sorgho pour cet essai en 2019 ont évolué en parcelles avec un stress hydrique
en période de sécheresse, notamment de mai à juillet, et ce, couplé en plus à des températures estivales qui étaient assez élevées. Si l'on reprend ces mêmes résultats, si l'on fait un peu un zoom sur du coup, les variétés qui ont été testées entre maïs et sorgho, c'est que pour une même espèce, les variétés les moins précoces présentent des productions de biomasse les plus élevées. Donc, c'est le cas de la variété numéro 4 pour le maïs, qui était la moins précoce, et c'est le cas de la variété numéro C pour le sorgho. Donc, on a bien quand même une importance du choix variétal dans le potentiel de production de biomasse. Donc, que retenir sur ce choix des espèces? Donc, pour une céréale immature récoltée à la mi-mai, on a une production de biomasse supérieure pour un seigle ou pour un triticale. Et ce sont des espèces qui présentent également des caractéristiques agronomiques intéressantes, notamment une rusticité vis-à-vis des maladies et des ravageurs, une couverture rapide du sol et également un système racinaire qui est plus développé comparé à d'autres espèces de céréales. Et ensuite, entre un maïs et un sorgho qui ont été semés à la mi-mai, on a une production de biomasse qui est bien supérieure pour le sorgho par rapport au maïs, dans des conditions de stress hydrique, à condition notamment pour le sorgho de bien réussir son implantation. En effet, pour cette espèce, pour le sorgho, c'est un peu la phase la plus critique pour bien réussir cette culture. Le sorgho nécessite un lit de semences qui soit de qualité, qui soit fin, bien travaillé. On peut dire également bien réessuyé et bien réchauffé, plus que le maïs. Et c'est notamment lors de son implantation que ses besoins en eau vont être assez importants pour permettre une bonne levée du sorgho. Donc ensuite, pour finir, quelques impacts agronomiques et environnementaux qui ont pu être étudiés pour cette double culture. Donc tout d'abord, les exportations de phosphore et de potassium. On a regardé les exportations de phosphore et de potassium de la double culture comparées aux exportations de phosphore et de potassium des cultures dites témoins dans la rotation, donc soit ici d'un blé, d'un orge ou d'un colza. À savoir ici, les résultats sont présentés en considérant que les pailles n'étaient pas exportées. Et ils ont également été comparés aux exportations de la betterave. Donc, les résultats sont présentés dans le tableau. Ce que l'on constate, c'est que les exportations, que ce soit de phosphore et de potassium de la double culture, sont supérieures à celles des céréales, d'un colza ou d'une betterave. Donc, pourquoi une exportation de phosphore et de potassium supérieure pour la double culture comparée à une céréale ou à un colza, avec, du coup, en considérant que les pailles étaient restituées? C'est premièrement dû à l'exportation de biomasse qui du coup est bien supérieure pour la double culture. En effet, on a une exportation moyenne de 20 tonnes de matière sèche pour la double culture, vers seulement 4 à 10 tonnes de matière sèche pour les cultures de céréales, enfin pour les céréales ou un colza. Et ensuite, on a une exportation qui est fortement supérieure de la double culture pour le potassium, car il faut savoir que l'essentiel du potassium est présent dans les tiges et dans les feuilles. Donc en exportant du coup la plante entière, comme c'est le cas pour les cultures de la double culture, on exporte beaucoup plus de potassium par tonne de matière sèche comparé à une culture où seuls les grains sont exportés. Il faut savoir que même si les pailles de blé, d'orge ou encore de colza sont exportées, les rendements en paille restent assez faibles comparés aux cultures biomasse et donc cela représente de faibles quantités de potassium exportées par hectare. Si l'on regarde ensuite les exportations de phosphore et de potassium de la double culture comparée à celle d'une betterave, on a bien une exportation de phosphore de la double culture supérieure par rapport à celle d'une betterave, car il faut savoir que la teneur en phosphore est en moyenne très faible dans les racines de betterave, environ 4 à 12 fois inférieure comparée à la teneur en phosphore d'une céréale récoltée en plante entière, d'un maïs ou d'un sorgho, récolté en ensilage. Et l'exportation de la double culture, comme on l'a vu, est également supérieure, de potassium, pardon, pour la double culture est également supérieure par rapport à celle d'une betterave. Donc pourquoi? Donc la teneur en potassium des racines de betterave est équivalente, voire même supérieure à celle de la teneur en potassium d'un maïs en silage, d'un sorgho en silage ou d'une céréale immature. Il faut également prendre en compte que le rendement d'une betterave est supérieur à celle au rendement d'un maïs, d'un sorgho ou d'une céréale immature seule. Ainsi, les exportations en betterave, les exportations de potassium de la betterave seront supérieures par rapport à celles d'un maïs, d'un sorgho ou d'une céréale seule. Cependant, ici, en cumul d'exportation avec la double culture, donc en cumulant bien l'exportation
de potassium du coup de la céréale à celle du maïs et du sorgho, voire de la légumineuse, s'il y a eu une association, les exportations en potassium deviennent alors bien supérieures à celles de la betterave. Donc ainsi, dans le plan FUMUR, il faut bien intégrer l'exportation beaucoup plus importante de phosphore et de potassium pour les cultures dites biomasse, qui exportent de grandes quantités de biomasse, avec une restitution uniquement des parties racinaires. Des apports de phosphore et de potassium seront donc nécessaires notamment pour compenser ces exportations, notamment pour la culture suivante, et également pour compenser du coup la moindre biodisponibilité de ces éléments dans le sol sur du court terme, pour ne pas pénaliser la fertilité du sol. On a également regardé le rendement de la culture suivante après la double culture. Donc dans nos essais, c'était le cas d'un blé. Donc ici, les rendements blé après double culture ont été comparés aux rendements blé après des cultures dites témoins, donc notamment après un colza ou après une betterave. Dans les résultats d'essai, on avait une perte allant de 0 à 26 quintaux par hectare pour le blé après double culture. Ces résultats sont bien nuancés. Le secteur géographique et le contexte pédoclimatique est bien à prendre en compte. Par exemple, dans certains cas, le blé après double culture était supérieur à un blé après betterave. Les hypothèses quant à ces résultats dans nos essais, c'est qu'un tassement du sol a pu parfois être observé après les récoltes de maïs ou de sorgho, notamment avec le passage de l'ensilose dans des conditions climatiques moins favorables. La date de semis du blé était parfois plus tardive, du coup suite à une récolte trop tardive de la deuxième culture à l'automne et avec des fois une préparation du sol qui était plus importante. On peut également du coup citer l'exportation importante de phosphore et de potassium de la double culture qui a pu entraîner un appauvrissement du sol et donc pénaliser la fertilité et donc le blé suivant s'il n'y a pas eu de compensation. Et ensuite, on peut également citer du coup l'enchaînement de 3 graminées dans la rotation, donc le céréal, suivi d'un maïs ou d'un sorgho et d'un blé, voire même de 4 graminées selon le précédent de la double culture. Donc ensuite, on a également regardé l'impact sur la réserve hydrique en entrée d'hiver. Donc le graphique représenté ici représente le niveau de remplissage de la réserve hydrique en entrée d'hiver en pourcentage. Donc des cultures remplacées. Donc qu'est-ce qu'une culture remplacée? C'est la culture que la double culture remplace dans la rotation par rapport aux rotations témoins des plateformes d'essai. Ce que l'on constate bien, c'est que les niveaux de remplissage de la réserve en eau en entrée d'hiver derrière les doubles cultures ne sont pas alarmants en comparaison du coup des cultures qu'elles remplacent, qui sont même équivalents. Cependant, il faut avoir en tête que leur consommation en eau pour la double culture peuvent être plus importantes. Et donc, sur un plus long terme, combiné à une succession du coup d'hiver et de printemps plus secs, cela pourrait mener à des seuils plus critiques. Et enfin, on a également pu regarder l'impact sur les pertes en azote par lessivage. De même, le graphique représente ici les quantités d'azote lixivié des cultures remplacées et de la double culture. Donc, ce que l'on voit bien, c'est qu'en comparaison des cultures que la double culture substitue dans les rotations, les doubles cultures ne présentent pas plus de pertes d'azote minéral par lessivage, à condition bien sûr que l'azote qui a été apporté soit bien valorisé par les deux cultures. Il faut donc qu'il soit apporté au bon moment et dans les bonnes conditions climatiques. Que retenir sur la double culture du coup dédiée à la biomasse? Donc, cette double culture a permis d'exporter des quantités assez importantes de biomasse, jusqu'à 28 tonnes de matière sèche par hectare, de produire des quantités de méthane de l'ordre des 8000 m3 par hectare, avec une récolte de la première culture suivie d'un semis de la deuxième culture durant la première décade de mai. Et il faut bien avoir en tête que pour une valorisation énergétique, il vaut mieux optimiser le rendement plutôt que le potentiel méthanogène dans la conduite agronomique de la culture. Et la double culture a nécessité peu, voire pas d'intrants phytosanitaires. Elle ne semble du coup pas causer de problèmes de recharge en eau ni de perte d'azote par lessivage. Cependant, elle a pu impacter le rendement du blé suivant, impacter la culture suivante. Et il faut bien avoir en tête qu'elle nécessite des apports de phosphore et surtout de potassium plus importants dans la rotation pour compenser du coup les exportations assez importantes de ces deux éléments. Et enfin, des résultats sont encore à approfondir, notamment sur l'azote, notamment sur la fertilisation azotée de la double culture.
Tout d'abord, des questions se posent encore quant à la fertilisation azotée d'une céréale immature qui est associée avec une, voire des légumineuses. Des questions se posent encore quant aux besoins unitaires du coup d'une céréale immature. Ces besoins seront différents d'une récolte uniquement pour les grains, si en plus on a une association avec des légumineuses. Et enfin, des questions se posent encore quant à la cinétique de minéralisation des résidus de la première culture du coup de céréales immatures. Et du coup, en attendant, par rapport aux essais qui ont été menés et aux résultats, il vaut mieux apporter un peu plus d'azote sur la première culture. Le surplus pourra alors être valorisé par la deuxième culture, à condition d'avoir pris en compte le reliquat azoté réalisé pour la deuxième culture. Donc voilà, nous avons terminé avec cette première partie sur la double culture dédiée à la biomasse. Merci pour votre écoute et votre attention. Et nous pouvons maintenant passer à un temps d'échange, un temps de questions, pour répondre aux questions qui ont pu être posées. Alors, je vous propose tout d'abord d'éclaircir quelques petits points réglementaires, quand on a eu pas mal de questions à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la double culture dédiée à la production de biomasse, les deux cultures partent dans la voie énergétique, et donc que ce soit la culture principale ou la culture dérobée, ces deux entreront dans les 15% de volume autorisé pour alimenter le méthaniseur. Quand on parle de culture alimentaire, je peux prendre deux exemples. Par exemple, si je prends une orge d'hiver qui va être suivie par un sorgho biomasse tout simplement, la culture d'orge d'hiver qui sera battue sera à destination alimentaire et sera déclarée à la PAC, car récoltée après le 15 juin la plupart du temps. Et le sorgho qui s'en suivra sera simplement une culture dérobée. Une autre situation, si je prends la succession entre du seigle récolté de manière immature suivi d'un maïs grain, le maïs grain sera déclaré à la PAC en tant que culture alimentaire, et dans ce cas-là, le seigle immature qui sera récolté en dérobé pourra entrer en dehors du volume des 15% édité par la loi au niveau de l'alimentation du méthaniseur. Voilà. Lors du retour par mail, je vous enverrai quelques petits exemples qui vous permettront de faire le tri par rapport à ces questions de double culture, culture dérobée, culture alimentaire, culture principale. Ça permettra de simplifier un petit peu le travail. Ensuite, il y avait des questions également par rapport aux premières cultures. Alors, en tendanciel, en pluriannuel, c'est le triticale et le seigle immature qui s'en sortent le mieux en termes de production de biomasse, notamment du fait qu'ils atteignent des niveaux de biomasse intéressants plus rapidement que de l'orge ou du blé. Vous comprenez très bien que pour assurer une réussite de la seconde culture, comme disait juste à l'instant Sophie, il faut que celle-ci soit implantée assez tôt, d'où l'intérêt d'avoir une première culture qui monte le plus rapidement possible en biomasse. Toutefois, on note maintenant les conditions de l'année 2020, dans un essai qui a été réalisé sur la plateforme de Cattenom dans l'Oise, que nous avons obtenu une production de biomasse plus intéressante avec des orges hybrides. Voilà. Mais de manière générale, nous avons plus d'intérêt à produire une première culture avec du seigle et du triticale, qui sont des cultures un peu moins gourmandes tout de même en azote et moins sensibles aux maladies. Voilà. D'autres questions, effectivement, quand l'intérêt, la question des digestats est une question relativement prégnante sur laquelle on commence à travailler afin de valoriser au maximum le retour des éléments fertilisants au sein des parcelles, notamment pour fertiliser que ce soit la première ou la deuxième culture. Et je pense que d'ici quelques mois, il me semble, on aura les tout premiers résultats qui ressortiront d'expérimentations menées à droite ou à gauche, que ce soit en France ou en Europe. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en vois pas pour le moment. Du coup, je vous propose de
de laisser la parole à Justine Lamère qui va nous faire un focus sur la question ô combien actuelle du stockage de carbone dans ces systèmes. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de continuer ce webinaire sur la thématique du stockage de carbone. Donc, je suis Justine Lamère et donc je me suis occupée durant le projet réseau de sites démonstrateurs de la partie évaluation environnementale et notamment de la thématique du stockage de carbone. Et donc, je vous propose d'aborder 3 points lors de cette présentation. De tout d'abord revenir avec vous sur les questions qui se posent justement autour du stockage de carbone dans ces systèmes qui vont intégrer des doubles cultures et qui vont chercher à maximiser la production de biomasse. On verra ensuite l'impact justement sur le stockage de carbone d'exemples de systèmes de culture. Et on verra enfin comment on peut justement concevoir des systèmes qui vont concilier à la fois une exportation de biomasse élevée et en même temps chercher à favoriser le stockage de carbone. Mais tout d'abord, donc revenons aux enjeux de cette double culture dédiée dont on parle depuis le début du webinaire. L'objectif ici, ça va être vraiment de chercher à maximiser la production de biomasse en intégrant la double culture dans un système de culture. Et donc la question qui va se poser pour l'agriculteur à ce moment-là, c'est de savoir si en augmentant ses exportations, les restitutions vont également réduire et ainsi comment la fertilité de son sol va être impactée. Et la fertilité du sol, elle est vraiment cruciale pour l'agriculteur puisque ça va être son outil de travail. La fertilité du sol, on peut la définir comme la qualité de ce sol à pouvoir assurer de façon durable la croissance des plantes et obtenir des récoltes. Et on va la définir en général par l'interaction de 3 composantes qui sont donc une composante biologique, une composante chimique et une composante physique. Et ces 3 composantes, leur interaction et la fertilité de chacune vont déterminer la capacité du sol à approvisionner les plantes en éléments nutritifs, puisque c'est bien ça qui va compter, pour pouvoir donner les conditions de croissance idéales à la plante, pouvoir la fournir en eau et faire que les racines puissent bien fonctionner dans un sol aéré. Donc il y a plusieurs façons d'évaluer cette fertilité du sol. Beaucoup de projets et de scientifiques se sont penchés sur cette question. On peut évaluer différents aspects. Donc là, aujourd'hui, on a choisi de vous parler du stockage de carbone. Et en effet, ce stock de carbone et le suivi de son évolution dans le temps ou par modélisation sous l'effet des pratiques culturelles vont être en fait une des façons d'évaluer cette fertilité. Et c'est lié au fait qu'en fait, le stock de carbone est très lié à la quantité de matière organique du sol et qui, elle, va avoir aussi un impact sur ses propriétés physiques. Donc, une teneur en matière organique élevée va permettre de garantir la stabilité structurelle du sol, la rétention en eau, la capacité de ce sol à retenir de l'eau, l'activité biologique du sol, également sa fertilité chimique et donc sa capacité à libérer des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore ou le potassium à partir de la matière organique pour pouvoir justement nourrir les plantes. On va donc chercher à augmenter le stock de carbone du sol, ce qui va nous permettre d'augmenter la quantité de matière organique et donc d'améliorer la fertilité globale du sol. Mais augmenter le stock de carbone va également nous permettre de compenser des émissions de dioxyde de carbone et donc pour l'agriculture de permettre de lutter contre le changement climatique. Donc on va voir maintenant comment on peut évaluer ce stock de carbone dans le sol. Et pour cela, je vous propose de repartir du principe du bilan unique qui va nous aider à comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, il faut vraiment s'imaginer ce stock de carbone comme une boîte, un réservoir qui va contenir tout le carbone organique du sol. Et dans cette boîte, il y a un flux entrant continu qui sont donc les entrées de carbone sous forme de carbone unifié qui va être apporté à partir de tous les résidus de culture qui vont être incorporés au sol. Donc ça peut être des résidus de culture aériens comme les pailles ou la biomasse aérienne des cultures intermédiaires, également les chaumes, également tous les résidus souterrains, donc toute la biomasse racinaire qui va être restituée au sol. Les produits organiques sont également une source de carbone unifié qui peut être assez conséquente. Et donc, ce carbone va entrer dans la matière organique du sol par les processus d'humification. Et en parallèle de ce flux entrant, on a un flux sortant sous forme de CO2 qui correspond en fait à la minéralisation de la matière organique du sol.
Et cette minéralisation va être influencée par le climat, le type de sol principalement, et plus à la marge par le travail du sol. Donc on comprend bien que ces flux entrants et sortants vont déterminer la quantité de carbone dans notre sol. Et si le flux entrant est plus élevé par rapport au flux sortant, on va avoir une augmentation du stock, il va y avoir stockage, alors que dans la situation inverse, plutôt, si les entrées sont inférieures aux sorties, le stock va diminuer, on va parler alors de déstockage. Et donc ces entrées, ces sorties, et donc au final l'évolution du stock de carbone dans le sol, on va pouvoir la mesurer au champ, bien sûr, mais aussi, comme on sait que c'est quelque chose qui évolue très lentement, on va pouvoir utiliser des modèles. Donc ici, en l'occurrence, on va utiliser le modèle AMG qui est intégré dans l'outil Siemens AMG pour pouvoir calculer l'évolution du stock de carbone. Donc le modèle AMG a été développé par l'INRA depuis plus de 20 ans maintenant et amendé régulièrement par différents travaux, dont les travaux récents de Hugues Clivaux dans le cadre du projet Soledium, qui ont permis d'étudier notamment la validité du modèle. Et donc, on va déterminer les différentes composantes de notre bilan unique à partir de ce modèle, c'est-à-dire d'un côté les entrées de carbone unifiées, les sorties de carbone par minéralisation, qui vont nous permettre de déterminer l'évolution du stock au fil du temps. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de vous présenter les résultats de 2 cas types qui sont issus en partie de nos travaux dans le cadre du projet réseautier de démonstrateur et qui vont nous permettre un peu d'appréhender justement comment, en fonction des modifications qu'on va faire dans la rotation pour introduire des doubles cultures, comment ça va impacter l'évolution du stock de carbone. Donc les 2 cas types auxquels on va s'intéresser vont être d'une part un système céréalier sur granite sur craie et d'autre part un système betteravier sur limon profond. On va d'abord s'intéresser au type de sol qu'on a choisi ici. Donc d'une part une granite sur craie et d'autre part un limon profond. Donc ce sont deux types de sols qui sont assez différents. On a d'un côté la granite sur craie qui est un sol assez superficiel, plutôt argileux, avec une teneur en calcaire élevée, et qui va donc se caractériser par une minéralisation de la matière organique qui va être assez lente, puisqu'en fait, les teneurs en argile élevées, des teneurs en calcaire élevées dans le sol vont être des facteurs ralentissants de cette minéralisation. C'est aussi un sol qui présente un stock de carbone initial de 38 tonnes de carbone par hectare, donc ce qui est assez faible, la moyenne française autour de 50 tonnes de carbone par hectare. Donc on a d'une part une minéralisation assez lente et un stock de carbone initial assez faible. On peut donc en déduire qu'on va avoir ici des sorties de carbone assez faibles, mais en parallèle, on sait aussi que ce sol va avoir un potentiel de production plus faible que d'autres types de sols, et que donc on va avoir potentiellement une quantité de biomasse restituée qui va être moins importante pour une même culture par rapport à d'autres types de sols, puisqu'on sait que cette quantité de biomasse restituée est directement corrélée à la quantité de biomasse totale produite par la plante. En parallèle de ce type de sol pour notre système céréalier, on a donc le système betteravier qui est mis en place sur un limon profond, où là donc on est sur un sol beaucoup plus riche en matière organique, beaucoup plus fertile entre guillemets, donc plutôt limoneux, très peu de calcaire, une minéralisation donc assez rapide, et un stock initial plus élevé que dans la granite sur craie. On a 49 tonnes de carbone par hectare. On a ici, donc, pour ce type de sol, des sorties de carbone potentiellement plus élevées. Et on a aussi un potentiel de production plus élevé qui va nous garantir, pour une même culture ici, des quantités de biomasse restituées plus élevées que dans notre granite sur craie. Donc, maintenant qu'on a défini nos types de sols, on va s'intéresser au système de culture qu'on a étudié. Et donc, tout d'abord, notre système céréalier. Donc, on a une rotation initiale ici d'un colza blé escourgeon où la paille de blé est exportée. Dans ce système, on exporte donc les grains de colza de blé et d'escourgeon ainsi que les pailles de blé. Et on restitue en parallèle les systèmes racinaires de nos 3 cultures ainsi que 2 pailles, la paille d'escourgeon et la paille de colza. On a modifié cette rotation pour pouvoir introduire une double culture. Donc, on a remplacé l'escourgeon par le triticale-pois suivi du sorgho, notre double culture. Et donc, ça nous donne la situation qu'on a appelée bioéconomie, et dans laquelle on va donc continuer à vendre nos grains et exporter nos grains de colza de blé, notre paille de blé, et en remplacement des grains de colza, on exporte toute la biomasse aérienne de la double culture. Et donc, dans cette situation, on restitue
toujours nos systèmes racinaires de nos 3 cultures, mais en fait plus qu'une paille, la paille de colza. On a donc l'impression ici que on atteint bien, on va avoir une quantité de biomasse exportée qui va être plus élevée. C'est en effet le cas quand on regarde les cumuls de biomasse exportée pour ces 2 situations. On est d'un côté à 20 et de l'autre à 27 tonnes de matière sèche. Mais en parallèle, on rapporte quand même une paille en moins par rapport à la situation initiale. On a donc l'impression qu'on va avoir moins de quantité de biomasse exportée. Quand on fait le calcul déjà de la quantité de biomasse exportée, donc on a estimé pour la plupart, à l'aide de la modélisation notamment, on voit qu'en fait, ce sont les chiffres que vous voyez en marron, on voit qu'on a des quantités de biomasse restituée qui sont assez similaires. Mais ça ne nous donne pas encore la quantité de carbone unifié qui va rentrer dans la matière organique du sol. Et pour cela, on va avoir besoin des quantités des teneurs en carbone de chacun de nos résidus, ainsi que d'un coefficient unique, un coefficient d'humidification pour chacun de nos résidus. Et on va ainsi pouvoir obtenir les quantités de carbone unifié fournies par nos différents résidus de culture et avoir la somme pour chacune de nos situations, afin de déterminer les quantités de carbone unifié. Donc, voici les résultats qu'on a obtenus pour ce système céréalier, donc dans la rotation témoin et la rotation bioéconomie. Donc, on voit ici que les quantités de carbone unifié sont identiques entre les 2 systèmes, en lien avec les quantités de biomasse restituées qui étaient assez proches. Donc en fait ici, le fait d'avoir remplacé l'escourgeon dont la paille était restituée par une double culture nous rapporte finalement des quantités de carbone unifié similaires. Et en fait, c'est la biomasse souterraine racinaire de nos deux cultures, de la double culture cumulée, qui vont nous permettre d'avoir des quantités de carbone unifié qui vont permettre de compenser ce qui n'est pas apporté par l'escourgeon. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour ce système, mais ça ne nous donne pas encore l'évolution du stock de carbone sur cette parcelle. Donc pour rappel, sur cette granite sur craie, on est sur un stock initial faible et une minéralisation des sorties de carbone qu'on pressentait assez faibles. Donc c'est ce qu'on peut voir ici avec le trait rouge. Donc les sorties de carbone sont identiques pour nos 2 situations, puisqu'on a le même type de sol pour nos 2 situations. Et on voit que ces sorties de carbone sont faibles et elles sont inférieures aux entrées de carbone de nos 2 systèmes. On pressent donc qu'on va avoir une augmentation du stock dans nos 2 situations. Et c'est en effet ce qu'on a pu obtenir par modélisation. Donc, vous voyez ici l'évolution du stock de carbone projeté sur 30 ans pour les 2 situations. On voit que le stock augmente et de manière similaire dans les 2 situations, puisqu'on a des quantités de carbone unifiées qui sont similaires. Donc ici, le changement qu'on a réalisé dans la rotation pour mettre la double culture en remplacement de l'escourgeon, on peut entraîner non seulement pas de modification des entrées de carbone unifiées, mais en plus on continue à être dans une dynamique positive. Mais on comprend bien ici que ce sont des résultats qui sont valables que pour ce cas type, ce système-là, sur ce type de sol-là, et que c'est important de faire des évaluations au cas par cas. Justement, dans notre deuxième système, donc notre système betteravier sur limon profond, donc ici on est sur une rotation différente. La rotation initiale, c'est une betterave suivie d'un blé, d'un colza et d'un blé. Toutes les pailles sont restituées. On exporte dans cette rotation donc les grains de blé, de colza ainsi que les racines de betterave et on restitue donc nos systèmes racinaires de blé, de colza, les pailles de blé, de colza ainsi que la biomasse des feuilles de betterave qui n'ont pas été exportées. La modification qu'on a faite ici est donc différente de notre système précédent, puisqu'on va en fait remplacer le colza par la double culture. Donc ici, on a une succession de seigles suivis du sorgho. Donc ici, au lieu de restituer finalement un système racinaire et des pailles de colza, on va restituer seulement le système racinaire de la double culture seigle-sorgho. Donc on a l'impression de nouveau que on continue d'augmenter nos exportations de biomasse dans notre situation de bioéconomie, mais on va restituer potentiellement moins de biomasse au sol. Qu'en est-il réellement? Donc, de la même façon, je vous propose de regarder les cumuls de biomasse exportée. On voit que la double culture permet, par rapport au colza, d'exporter beaucoup plus de tonnes de matière sèche. Et quand on regarde de nouveau les quantités de biomasse restituées, on voit qu'elles sont légèrement inférieures, en effet, pour la situation bioéconomie,
mais ça reste assez similaire quand même. Donc de nouveau, pour passer maintenant de cette quantité de biomasse restituée à la quantité de carbone humidifié restituée, qui va rentrer dans notre matière organique, il va falloir utiliser les teneurs en carbone de chaque résidu et le coefficient d'humidification pour quantifier ces quantités de carbone humidifié. Donc, ce qu'on a fait, de nouveau, donc à l'aide de l'outil Simulus-AMG, et on voit ici que les quantités de carbone humidifié sont en effet légèrement diminuées dans notre situation de bioéconomie où le colza a été remplacé par la double culture. Et nos sorties de carbone ici sont plus élevées que dans la cranette surcrée, donc en lien avec les caractéristiques qu'on a présentées plus tôt. Sur ce type de sol, une minéralisation plus rapide de la matière organique, un stock initial également plus élevé qui nous amène à ces conditions de sortie de carbone. Mais ces sorties de carbone restent inférieures aux entrées. On peut donc en conclure qu'on va de nouveau avoir une évolution positive, mais comme la différence entre les entrées et les sorties est plus faible, cette évolution sera certainement moins forte que pour notre précédent système. Donc, cette évolution du stock de carbone, on l'a de nouveau simulée avec l'outil Simulus-AMG et projetée sur 30 ans. On voit en effet que l'évolution est beaucoup moins rapide que dans le système précédent. Et ici, on a une légère différence entre les deux systèmes. Donc, une légère diminution avec notre rotation bioéconomie en lien avec ces entrées de carbone humidifié qui sont moins importantes dans ce système. Donc ici, on a quand même eu un impact du changement de culture sur notre évolution de stock, dont l'évolution était initialement déjà pas très élevée et potentiellement, si on effectue des modifications encore plus importantes, on pourrait aller vers un déstockage pour cette situation-là. Donc de nouveau, j'attire votre attention sur le fait que ce sont vraiment des résultats qui ne valent que pour cette situation-là. Mais justement, l'étude de ces deux cas types et d'autres cas types et d'autres situations qu'on a pu avoir au cours du projet nous ont permis de dégager un certain nombre de clés de réussite pour à la fois concilier exportation de biomasse et stockage de carbone. Donc, on va les étudier ensemble et notamment au travers de ces entrées de carbone humidifié. Ce que je vous disais initialement, c'est que quand on regarde le principe du bilan humide, on s'aperçoit que finalement les sorties de carbone, qui sont très liées au type de sol et au contexte climatique de la parcelle, vont être en fait peu influençables au travers des pratiques de l'agriculteur. Et ce sont vraiment les entrées de carbone qu'on va pouvoir optimiser, sur lesquelles, donc c'est vraiment ce levier-là qu'on va pouvoir utiliser pour maximiser les entrées de carbone au sol et garantir l'évolution du stock de carbone. Et donc, pour appréhender cela et voir justement comment on peut jouer et maximiser sur ces entrées de carbone, de carbone humidifié, je vais vous proposer la contribution possible de différentes cultures à ces entrées de carbone au travers de leurs résidus. Donc, ces quantités de carbone humidifié sont calculées à partir de la biomasse restituée, la teneur en carbone et du coefficient d'humidification. C'est ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc, ce sont des références qui sont également disponibles dans l'outil Simulus-AMG et qu'on a utilisé pour obtenir ces quantités de carbone humidifié des différentes cultures qu'on va vous présenter. Et avant de vous présenter le graphique complet, juste pour vous montrer comment il est construit, donc en fait, vous allez voir ici pour chacune des cultures la quantité de carbone humidifié apportée par les résidus. D'une part par les résidus qui vont être toujours restitués, donc qui ne sont pas exportables en fait, donc tous les systèmes racinaires sauf pour la betterave, ainsi que les résidus de chaume, et ensuite sous la forme du carbone humidifié de la biomasse qui est exportable. Donc il s'agit principalement des pailles et de la biomasse aérienne des cultures intermédiaires. Ça va nous permettre justement d'appréhender en fonction des pratiques ce qu'on pourrait apporter en supplément en termes de carbone humidifié au sol. Et à chaque fois, la quantité de biomasse exportée, donc prise en hypothèse pour le calcul de ces carbones humidifiés, est rappelée pour chacune des cultures, puisque ces résultats sont valables à chaque fois que pour un rendement donné. Donc, on va voir ensemble justement ce graphique. Donc, vous voyez qu'il est divisé en plusieurs catégories de cultures. Donc, tout d'abord, les céréales immatures. Donc, on a fait ce calcul pour un certain nombre d'espèces de céréales immatures, avec un rendement à chaque fois déterminé. Et ce rendement, en fait, on l'a établi avec les partenaires du projet
à dire d'experts justement sur ce qu'on avait pu identifier sur nos différentes plateformes, ce qu'on avait vu, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, on a pu établir des rendements pour ces différentes espèces qui étaient un peu optimaux pour un type de sol, type limon par exemple. Ensuite, on a les catégories de cultures intermédiaires ou cives courtes si la biomasse aérienne est exportée. Donc ici, avec un rendement fixe de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Ensuite, les contributions possibles pour différentes cultures principales, notamment les cultures qu'on a pu avoir dans les systèmes de culture qu'on a étudiés au cours du projet. Et également, plus à titre indicatif, les quantités de carbone unifiées apportées par des produits organiques pour une dose. Donc forcément, la dose peut évoluer pour les produits organiques, mais ça peut déjà donner une idée pour un apport, ce qu'on peut avoir pour différents types de produits organiques. Donc on va détailler ensemble ce graphique. Et tout d'abord, on va s'intéresser au levier de la double culture dédiée qui nous intéresse ici dans ce webinaire. Donc la double culture va être, donc en termes de quantité de carbone unifié restituée, la somme de ce qui est apporté par la céréale immature et la culture maïs ensilé ou sorgho. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les céréales immatures et le maïs sorgho, si on cumule les quantités de biomasse restituées, on voit qu'on arrive à des niveaux qui sont assez intéressants, et d'autant plus pour des biomasses produites élevées. Donc, ça va être intéressant dans le cadre de l'introduction plutôt d'une double culture dans la rotation, de vraiment chercher à maximiser la biomasse des deux cultures pour pouvoir maximiser les restitutions et donc les entrées de carbone unifiées. Mais on voit aussi que le colza peut fournir également beaucoup de carbone unifié. Et c'est ce qui explique en fait dans notre deuxième cas type qu'on a pu voir juste avant, où on a remplacé le colza, quand en fait, avec la double culture, on n'a pas pu compenser ce qui n'était pas apporté par le colza. Alors que vous voyez, les scourgeons à des fournitures de carbone unifié qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est ce qui expliquait que dans notre premier cas type, le système céréalier sur crée, on a réussi à compenser ces entrées de carbone unifié par la double culture. Donc ça peut être intéressant aussi de ne pas remplacer le colza, de choisir une autre culture en remplacement pour introduire la double culture. Après, voilà, d'un point de vue carbone, il peut y avoir d'autres facteurs agronomiques qui font que ce ne serait pas intéressant de conserver le colza. Mais c'est important de noter que le colza peut fournir ce carbone unifié de manière importante. Ça peut être un levier. Un autre levier qui peut être intéressant pour produire de la biomasse dans les systèmes de culture, ça va être d'utiliser l'interculture et de chercher à exporter la biomasse aérienne découverte d'interculture. Et on voit que cette biomasse aérienne découverte d'interculture est également assez riche en carbone unifié. C'est ce qu'on voit ici. Donc la partie transparente de chacun découvert, on voit que ces quantités de carbone sont assez similaires, assez proches en termes d'ordre de grandeur que ce qui peut être restitué par une paille. Donc, ce qu'on peut proposer sur la base de ces résultats, c'est que quand dans une rotation, on exporte la biomasse aérienne de la culture intermédiaire, pour compenser ce qu'on n'apporte pas en carbone unifié par cette biomasse, on peut du coup chercher à restituer une paille supplémentaire dans la rotation. Il est quand même à noter ici que la biomasse aérienne découverte d'interculture qui est même riche en azote, plus riche en azote qu'une paille, et ça peut être intéressant aussi d'un autre point de vue que pour le carbone de restituer un couvert bien développé, parce que ça va nous permettre d'approcher une autonomie en azote et de notamment réduire la dépendance aux engrais minéraux, puisque cet azote sera disponible pour les cultures suivantes. Mais ça reste tout de même intéressant, dans tous les cas, d'avoir un couvert d'interculture qui va permettre de piéger l'azote en entrée d'hiver et donc d'éviter le lessivage. Toujours sur ce levier couvert d'interculture, vous avez dû remarquer que les cives longues, donc les céréales immatures, vont permettre des fournitures de carbone unifié qui sont plus importantes que ce qui peut être apporté par les résidus d'une culture d'une cive courte, c'est-à-dire ces couverts d'interculture dont la biomasse est exportée. C'est en lien avec le fait que les céréales immatures, les cives longues de manière générale, vont rester en place beaucoup plus longtemps sur la parcelle. Elles vont avoir le temps de mieux développer leur biomasse racinaire qui va être donc plus importante et donc favoriser une quantité de carbone restituée également plus importante. Donc, ça peut être intéressant de chercher à préférer ces cives longues par rapport aux cives courtes
dans un but de favoriser le stockage de carbone. Et enfin, par rapport aux produits organiques, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que un apport de fumier bovin de 35 tonnes pouvait apporter des quantités de carbone unifiées qui sont non négligeables par rapport à un apport de digestat brut de 17 mètres cubes par hectare, ici dans l'exemple. Après, on sait que les digestats, on peut en apporter plusieurs fois sur la rotation, donc ça va permettre d'approcher un peu cette quantité de carbone unifiée. Et c'est vrai que dans une rotation où il n'y a pas du tout d'apport organique, ça reste une source supplémentaire de carbone unifié qui est intéressante, mais qui ne sera pas aussi importante que pour d'autres types de produits organiques. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'intégrer ça dans la modélisation. Donc je vous propose de conclure désormais sur cette présentation du stockage de carbone. Donc on a pu voir ensemble que la production de biomasse agricole dans les systèmes de culture posait de nombreuses questions, notamment vis-à-vis de la fertilité du sol, et que l'étude de l'évolution du stock de carbone dans les sols permettait de répondre à certaines de ces questions sur la fertilité, permettait aussi de montrer le potentiel de l'agriculture pour compenser des émissions de CO2. Et on a vu finalement que c'était tout à fait possible de concilier stockage de carbone et production de biomasse importante dans les systèmes, mais que pour ça, il fallait respecter certaines règles de conception du système, notamment ne pas remplacer des cultures avec déjà des fournitures de carbone unifié importantes, et que c'était tout de même important de pouvoir faire l'évaluation a priori en fonction de la parcelle, du stock initial, des conditions, de type de sol, de climat, puisqu'on a pu voir que la minéralisation pouvait être très différente d'un système à l'autre, et que donc il fallait pouvoir prendre en compte ces éléments-là. Je vous remercie pour votre attention, et avant de passer au temps d'échange, on vous propose un petit temps de synthèse et conclusion sur les deux présentations qu'on vient de faire. Donc, pour revenir sur la première présentation, on a vu qu'on pouvait identifier un certain nombre de clés de réussite pour maximiser à la fois la production de biomasse et de méthane. Donc, on a pu voir que le mois de mai était un bon compromis de récolte et de semis pour optimiser la production de biomasse des deux cultures. Concernant la première culture, on a vu que le seigle électrolytical présentait des résultats intéressants. Et pour la deuxième culture, les résultats la production supérieure étaient observés plutôt pour le sorgho par rapport au maïs. Donc, c'était très important de pouvoir réussir l'implantation du sorgho pour garantir ces niveaux de production élevés. Et enfin, par rapport à la production de méthane, on a vu que c'était plutôt le rendement qui allait déterminer cette quantité de méthane produite, et que donc c'était finalement plutôt intéressant de chercher à optimiser le rendement plutôt que de sélectionner des variétés ou de choisir des variétés par rapport à leur potentiel méthanogène. Donc c'était important de pouvoir choisir des variétés plutôt en fonction de la biomasse qu'ils pouvaient produire. Et enfin, on a également abordé un certain nombre d'impacts environnementaux, donc on a pu étudier dans le cadre du projet. On a vu donc que cette production de biomasse n'était pas toujours sans conséquence, et que c'était intéressant de trouver un compromis pour chercher à minimiser ces impacts. Vis-à-vis du stockage de carbone, on a vu que c'était possible de pouvoir stocker du carbone dans le cadre de ces systèmes, mais que c'était important de pouvoir l'évaluer a priori, et que toutes les conditions de type de sol et de changement de rotation ne le permettaient pas. Donc c'était important d'étudier ça a priori. On a vu aussi que les ressources phosphore-potassium étaient fortement sollicitées par les doubles cultures. Donc on exporte beaucoup de PK avec ces doubles cultures. Ces exports importants vont devoir être compensés par la fertilisation minérale ou organique. On s'est posé aussi, dans le cadre du projet, on a identifié un certain nombre de questions autour de la fertilisation azotée. C'est un point qu'on n'a pas forcément abordé en détail ici, mais qui reste un point à travailler pour nous. Des questions se posent notamment sur la dose optimale apportée et la dynamique de minéralisation des résidus de la double culture. Et enfin, on a pu voir aussi que ces doubles cultures présentaient l'avantage de ne pas nécessiter de recours aux produits phytosanitaires et peu d'interventions culturelles, donc ce qui était assez positif. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, que vous pouvez retrouver tous nos résultats sur le site Philabium. On vous remercie de nouveau pour votre attention, tous les contributeurs et les partenaires du projet, donc sans eux, ça n'aurait pas fonctionné. Toutes les données qu'on a pu utiliser pour nos calculs étaient vraiment une source d'information très précieuse.
Voilà, et puis donc on peut avoir maintenant un temps d'échange sur tous ces éléments-là. Et déjà quelques questions qui nous sont arrivées. Donc une première question, donc je les découvre avec vous. Comment sont mesurées les quantités de biomasse restituées? Donc là, pour ce que je vous ai présenté, elles ont été estimées, ces quantités de biomasse restituées, à l'aide des coefficients des références dont on dispose dans l'outil Syneos LMG. Et dans le cadre du projet, c'est vrai qu'on a cherché à quantifier la biomasse restituée par les chaumes, notamment de tout ce qui était cive et deuxième culture biomasse, puisqu'on sait qu'on a peu de références dessus. Et ça nous a permis notamment d'alimenter ces références dont on dispose déjà. Ensuite, une deuxième question autour du bilan humique. Donc, le bilan humique est très sensible au rendement des cultures. Si le rendement baisse, quel impact sur le bilan carbone des sols? En effet, donc c'est ce qu'on disait. En fait, le bilan humique est déterminé par les sorties et les entrées. Et les entrées sont déterminées par les quantités de biomasse restituées et bien sûr aussi la composition physico-chimique de ces résidus qui vont se dégrader plus ou moins vite et avec un rendement plus ou moins important. Mais en effet, si on est dans des mêmes conditions de sol et qu'on remplace plutôt pour une même culture, si on diminue son rendement, la quantité de biomasse restituée va diminuer et donc les entrées de carbone unifiées de cette culture diminuent. Donc ça va forcément diminuer les entrées. Après, diminuer les entrées ne veut pas forcément dire diminuer le stock, puisqu'on a pu le voir. Le stock va être déterminé aussi par les sorties. Est-ce qu'elles sont supérieures aux entrées? Est-ce qu'en diminuant les entrées, on passe sous la barre de ces sorties de carbone, ou est-ce qu'on arrive encore à les compenser? Donc c'est ça aussi qu'il faut étudier, mais en effet, dans la logique, si le rendement diminue pour une même culture, ça va diminuer les entrées de carbone. Et enfin, une dernière question. Est-ce que le carbone de même qualité pour la vie du sol avec une restitution de paille? La question de la qualité du carbone et peut-être aussi de la composition physico-chimique des résidus dont on parlait. Donc c'est vrai que si on prend deux résidus assez différents, la biomasse aérienne des cultures intermédiaires d'un côté et une paille de l'autre, on va avoir une composition physico-chimique complètement différente. On va avoir notamment d'un côté, pour la biomasse aérienne des résidus pour la biomasse aérienne des cultures intermédiaires, beaucoup plus d'azote contenu dans ce résidu. Et il faut savoir que l'azote est notamment un élément nutritif pour la biomasse microbienne du sol, qui va, elle, être acteur et cheville ouvrière de la dégradation des résidus. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout pour ces deux types de résidus, notamment les coefficients d'unification sont assez différents, en lien avec ces teneurs en azote différents. Et la dynamique d'unification va être tout à fait différente. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous avions également des questions. Alors, quel est l'impact du digestat sur la biologie du sol? Alors, il y a des travaux qui sont en cours. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à vous donner. Il y a des travaux de l'INRA qui sont en cours là-dessus. Et à un niveau de développement agricole, il y a des GIE, des groupes des groupes d'intérêt économique et environnemental, voilà, je vais y arriver, qui travaillent la question avec les effets du retour digestat sur les parcelles d'agriculteurs. Donc, il y aura des résultats à suivre dans les prochaines années, mais c'est sûr qu'à cette date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats à vous donner. Hop. Ensuite, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique par rapport au fait d'aider les agriculteurs à monter des rotations permettant d'alimenter également des méthaniseurs? Il existe aujourd'hui des experts, que ce soit en conseil privé ou en chambre d'agriculture. Il suffit aux agriculteurs concernés de se rapprocher de leur chambre départementale d'agriculture afin d'être mis en relation avec l'expert énergie qui est présent dans à peu près toutes les chambres d'agriculture. Je peux juste compléter sur la question. Il y a effectivement il y a un certain nombre d'experts et notamment donc, dans le projet
Il y avait un certain nombre de conseillers qui ont suivi le projet et qui ont acquis pas mal d'expérience, de connaissances sur cette question-là, pour avoir appris un certain nombre de choses. En sortie du projet, comme je vous disais, il y a un certain nombre de sorties sur la partie plutôt technique et avec du coup, aussi des références sur les impacts environnementaux qui peuvent aider l'agriculteur à concevoir des systèmes et des exemples un peu de nous, de la façon dont on a conçu des systèmes et les résultats sur ces différents critères, un peu, que ce soit économique, agronomique, environnemental, qui peuvent donner des billes. Alors l'idée, ce n'est pas de sortir des systèmes un peu clés en main, c'est bien de pouvoir montrer différentes façons d'avoir essayé d'intégrer de la production de biomasse avec différents gradients de production de biomasse et de montrer les conséquences un peu de différents types de systèmes dans différents types de sols. Voilà, pour donner un peu des clés. Et ensuite, sur la partie carbone, les agriculteurs ont la possibilité d'utiliser l'outil, on peut se former à l'utilisation de l'outil qu'a utilisé Justine, donc Timeos AMG, pour faire des simulations, et justement essayer de concevoir sa rotation en intégrant les paramètres de son sol initial, etc., et voir jusqu'où on peut produire et exporter de la biomasse, et ce que ça induit en termes de stockage. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils possibles pour essayer, notamment via les sorties du projet, via des outils comme Timeos AMG, vous pouvez retrouver aussi sur le site d'AgroTransfert, qui permettent de compléter la conception de système avec l'expertise évidemment qui ont développé des conseillers, notamment au cours du projet. Merci Charlotte pour ces précisions. Je ne vois plus de questions. Donc nous allons procéder à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions vivement d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire qui a remplacé un colloque au champ. Donc, comme on disait au début du webinaire, nous allons vous apporter des éléments de réponse complémentaires par mail suite aux questions que vous aurez posées. Vous aurez également les coordonnées, les contacts des experts qui vous permettront d'affiner un peu plus certains points abordés ici. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez également d'autres questions à nous faire parvenir, n'hésitez pas à utiliser les canaux dont on parlait tout à l'heure. Nous vous remercions, l'équipe d'AgroTransfert et la Chambre de la Somme, d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir.